Bien, plaisir. Écoutez, je suis très heureux parce qu'en plus, je vois dans la liste des participants beaucoup d'amis et ça fait toujours plaisir de voir qu'ils sont en bonne santé devant leur PC. Voilà. Alors, écoutez, on a pris l'initiative avec nos amis de Cap Énergie, les deux pôles de compétitivité, de présenter ce webinaire parce que tout simplement, nous avions programmé le 1er avril l'Assemblée générale du pôle de compétitivité d'Herbie. Et à cette occasion, nous avions demandé à nos amis et partenaires d'EY de venir nous parler du Green Deal. Alors pourquoi le Green Deal? Parce que on pense que c'est un sujet important qui va vraiment structurer tout ce qui va se développer dans les années à venir en Europe en matière d'énergie renouvelable en particulier. Et donc, on leur avait demandé, ils avaient accepté très gentiment de venir à notre Assemblée générale qui devait se tenir à Toulouse. Bon, et puis, les événements ont fait, vous le savez, que tout ça a été annulé ou reporté à des jours meilleurs. Et on s'est dit que finalement, cette conférence, cette présentation méritait d'être écoutée, d'être entendue. Pourquoi? Parce qu'on commence à discuter déjà du jour d'après. Comment on va faire, quelle structure, quelle physionomie va avoir le plan de relance. Et on se dit que très certainement, le digital et le secteur de l'environnement au sens large du climat vont jouer des rôles importants dans cette relance. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les crises, et à toute crise, malheur est bon, hein, finalement, on peut se dire ça. Il y a bien sûr les grandes difficultés et puis les décès de nos amis qui nous quittent pendant cette période et ces chiffres qu'on égrène tous les soirs. Et puis, il y a le fait qu'il faudra bien sortir de l'ornière et qu'il faudra bien repartir de l'avant. Et là, en fait, on se rend compte que les crises, en général, elles sont des accélérateurs de tendance. En fait, alors on se dit, mais qu'est-ce qui se passait avant? Quels étaient les signaux faibles que l'on peut remarquer et qui vont se développer plus intensément au sortir de cette crise? Et en fait, il y en a trois. Il y a bien sûr le digital. Bon, il était partout, il était déjà très installé, mais ça va devenir très important dans l'avenir. Il y a ensuite la relocalisation industrielle, reproduire chez nous des choses qui ont du sens, d'autant plus que les usines sont souvent automatisées aujourd'hui et n'ont plus l'intérêt d'aller en Asie pour utiliser de la manœuvre au bon marché peut se poser comme question. Et puis le troisième sujet, évidemment, c'est l'environnement, le problème du climat en général. On ne sait pas trop comment faire. Alors, la Commission européenne, vous vous souvenez, à la fin de l'année dernière, avait décidé de faire du Green Deal l'axe majeur de la Commission, en y attribuant des budgets importants, 100 milliards d'euros par an. Alors, 100 milliards d'euros, ça peut paraître petit maintenant, à partir de ce qu'on voit là, à droite et à gauche. Mais enfin, 100 milliards, c'est quand même significatif. Et il y a 2 mois, c'était très important. Et on a vu aussi que la Commission, contrairement à son habitude, voulait aller très vite dans la mise en œuvre de tout ça. Et donc, on voit que s'il faut un plan de relance, puisqu'il faudra bien un plan de relance, autant le faire dans le secteur qui est manifestement celui dans lequel il y a un autre sujet majeur qui, comme une épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes, c'est les problèmes du climat, du réchauffement climatique. Donc, en fait, on peut faire d'une pierre deux coups. D'une part, développer et résoudre à moyen terme, aller vers une société sans carbone à l'horizon de 2050, et en même temps, profiter, notamment dans le secteur du bâtiment, en rénovant fortement le bâtiment, etc., d'utiliser ce qu'on appelle en économie le facteur de multiplicateur d'investissement. Lorsqu'on investit 1 euro dans le bâtiment, c'est comme si on investissait 3 euros en consommation finale. Donc, effectivement, ça peut permettre de décupler, de multiplier les efforts qu'on peut faire. Alors, nous, on s'est dit, bon, ça c'est très intelligent, EY a plein d'idées sur la question, ils connaissent déjà un petit peu le rouage de l'affaire, ils vont nous en parler. Et nous, ça nous paraît d'autant plus important que l'innovation, évidemment, c'est ce qui sous-tend tout ça. Et ça, c'est le métier des pôles de compétitivité, c'est de faire en sorte que nos adhérents, que ce soit des entreprises, des PME souvent, mais aussi des laboratoires de recherche publics ou privés, puissent se mettre ensemble pour développer des projets communs. Et on voit bien que déjà, les choses sont parties. Par exemple, le programme H2020 de l'Union européenne s'est vu doté d'une enveloppe supplémentaire de 2 milliards d'euros pour pouvoir aborder de nouveaux thèmes dans le domaine de la transition énergétique. Et ça, c'est tout récent. L'appel d'offres va sortir en septembre. Donc, voilà, ce qu'on voulait vous donner comme idée, vous faire passer comme sentiment, c'est que malheureusement, ce contexte très dramatique dans lequel nous sommes plongés, bien finalement, il a aussi une facette qui peut être positive. C'est le fait que demain, il faudra bien en sortir
et qu'on en sortira justement grâce à l'innovation, grâce au développement économique, et que les énergies renouvelables, évidemment, auront une place de choix. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire passer au gouvernement, nous, au niveau national. Et puis, je sais qu'au niveau européen, le Parlement européen aussi est très, très à cheval sur cette démarche. Voilà, je ne vais pas aller plus loin et je vais laisser la place aux spécialistes qui vont nous expliquer c'était quoi déjà le programme, le Green Deal ou le Pacte vert pour l'environnement ou un truc comme ça. Voilà, c'est à vous maintenant, les gens d'EY. Hein. Allez, Merci merci André. à vous en tout cas. Merci André pour cette introduction. Effectivement, donc un programme aujourd'hui autour du Green Deal. Donc dans un premier temps, Alexis Gazo, associé EY, présentera les grands principes du Green Deal et reviendra sur les conséquences de la crise sanitaire et économique faisant suite à l'épidémie de Covid-19 et donc comment cette crise affecte la mise en œuvre du Green Deal. Ensuite, nous aurons un témoignage d'Aurélie Picard, déléguée générale du comité stratégique de filière Nouveau Système énergétique, qui viendra expliquer comment la France, via le CSF, contribue à orienter les appels à projets qui traduiront la mise en œuvre du Green Deal. Il y aura ensuite un temps de questions et réponses suite à ces deux premières interventions. Ensuite, je reviendrai sur une sélection d'opportunités de financement pour les projets des entreprises adhérentes des pôles d'Herby et Cap Énergie qui sont mises en place par l'Union européenne et qui sont affermies quelque part par le Green Deal. Et puis, nous aurons le témoignage d'Enrico Mazzone, du pôle Cap Énergie et point de contact national pour l'Europe sur les thématiques énergétiques, avec un focus sur le programme de travail H2020 pour l'année 2020 et donc les appels à projets en cours en lien avec le Green Deal dans le cadre d'H2020. Pour conclure, nous aurons une nouvelle session de questions et réponses et un petit sondage avant de conclure avec un mot de remerciement de la part d'Anne-Marie Pérez, donc du pôle de compétitivité Cap Énergie. Avant de céder la parole à notre premier intervenant, quelques rappels de fonctionnement du webinaire. Nous habituons tous les uns les autres à travailler avec ces nouveaux outils. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien l'outil Zoom qui est utilisé pour cette session, donc ne soyez pas surpris si vous n'avez pas la possibilité de parler ou d'utiliser la vidéo. Compte tenu du nombre d'inscrits, seuls les intervenants, les panélistes ont la possibilité de parler, d'utiliser le micro et la vidéo. En revanche, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil qui est dédié à cet effet. Donc c'est le petit onglet Q&A ou Q&R pour ceux qui ont une version française de l'outil en bas au niveau de la barre de tâches. Donc, vous pouvez directement poser vos questions par ce biais-là. Les questions apparaîtront pour les panélistes et vous pouvez également liker ou soutenir les questions qui ont été posées par d'autres participants. Donc, nous nous efforcerons de poser une sélection de questions lors des deux sessions de Q&A et bien sûr, les questions ayant reçu le plus de likes, entre guillemets, seront celles qui seront posées à nos différents intervenants. Et vous avez également la possibilité, et un certain nombre d'entre vous l'ont déjà constaté, de réagir en direct aux éléments présentés et d'échanger avec les autres participants via un chat qui est également disponible via cette barre de tâches. Voilà quelques éléments de fonctionnement. Je n'en dis pas plus à ce stade. Bon webinaire à tous et je cède la parole à Alexis Gazo, associé chez EY, qui va présenter le Green Deal et apporter son regard sur les conséquences de la crise sanitaire et économique actuelle sur la mise en œuvre du Green Deal. Merci Jean-Gabriel. Bonjour à tous. Donc, je suis Alexis Gazo, donc associé chez EY. Merci également à André, Gilles et puis également Anne-Marie pour leur invitation. Effectivement, quelques mots sur le Green Deal, qu'on appelle aussi le Pacte vert pour l'Europe. Donc, bon, vous savez évidemment que l'Europe a pris une forme de leadership depuis quelque temps sur le sujet du climat, avec un certain nombre d'initiatives et notamment à l'occasion effectivement de
l'accord de Paris qui, comme vous le savez, vise un objectif de 2 degrés comme limite de la hausse des températures moyennes d'ici 2050 et si possible plutôt 1,5 degré. Alors, ça fait effectivement depuis fin 2018 que la Commission européenne parlait déjà d'une vision long terme pour tendre vers une neutralité carbone à horizon 2050. Et donc, vous voyez sur la partie gauche de cette slide, je dirais, les initiatives qui sont plutôt qui ont plutôt été liées au Parlement européen. À droite, c'est plutôt l'initiative de la Commission européenne. Ce qui a changé depuis quelques mois, c'est avec l'arrivée de la présidente Ursula von der Leyen qui a annoncé effectivement la volonté d'avoir un Green Deal, donc une stratégie d'ensemble, un pacte vert pour vraiment changer de braquet, si je puis dire, en termes d'ambition sur les sujets de transition énergétique, climatique et environnementale, et notamment d'avoir vraiment de faire en sorte que l'Europe soit vraiment le premier bloc économique de premier plan à être neutre en carbone, repris par le Conseil européen, donc par les gouvernements, fin 2019. Plus récemment, la Commission européenne, via sa présidente, loi sur le climat qui entérine cet objectif. Donc ça, c'était début mars. C'est intéressant parce que finalement, l'idée dans cette loi, c'est de réfléchir, d'avoir une ambition de neutralité carbone pour l'ensemble des 27 et pas État par État. Donc, ce qui est un peu une nouveauté. La slide d'avant, Jean-Gabriel. On a un problème de son. On a un problème de son avec Alexis. La France, oui. Le Royaume-Uni aussi à horizon 2050. Mais, pardon, vous m'entendez à nouveau? Alors, on t'a perdu environ 1 minute, Alexis. Ah, pardon. Désolé, tu étais en train de dire qu'un point marquant était le fait que c'était un engagement pris au niveau des 27, là où il y avait eu avant des engagements qui étaient pris par État, si je ne me trompe pas. Oui, très bien. Je vais effectivement couper la vidéo pour que ça soit peut-être mieux. Donc, effectivement, un engagement à l'échelle de l'Europe et pas à l'échelle des États, ça fait partie des nouveautés de cette notion de loi. Certains États donc, ont déjà un objectif de neutralité carbone, hein, France, Royaume-Uni, Suède, mais pas tous. Et aujourd'hui, la question qui se pose, effectivement, c'est de savoir si le train de mesures réglementaires au niveau européen va suivre son cours ou pas, puisqu'il y a déjà un certain nombre de sujets qui, pour des raisons de crise du Covid-19, soient remis à plus tard. C'est notamment la discussion sur le fait d'avoir un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Aujourd'hui, dans le paquet énergie-climat 2030, cet objectif est de 40%. Et si on veut aller vers une neutralité carbone à horizon 2050, il faudrait le remonter à 50 ou 55% dès 2030. Aujourd'hui, effectivement, cette discussion est remise à plus tard, elle est remise à l'automne. C'était notamment en lien avec la COP26, mais la COP26 est elle-même repoussée, comme vous le savez, à 2021. Et donc, il y a quand même un gros point d'interrogation sur un certain nombre de décisions et de mesures qui doivent être prises. Pour autant, la présidence allemande, qui va démarrer au 1er juillet, fait sien un certain nombre d'objectifs et notamment, par exemple, met l'accent sur la question de l'ambition en termes d'énergie marine renouvelable et d'éolien offshore, en disant que ça fait partie des choses sur lesquelles elle souhaite avancer de manière assez forte. Donc voilà, un certain nombre de points d'interrogation sur les étapes à venir et les décisions à prendre à venir. Alors, sur la slide suivante, effectivement, là, on parle plus précisément du pacte vert, du Green Deal. Comme vous le savez ou comme vous le voyez, en tout cas, c'est une stratégie d'ensemble qui reprend un certain nombre d'ambitions transverses, donc sur le climat, sur la pollution, sur la biodiversité également,
et des politiques sectorielles qui se focalisent sur l'énergie, sur l'industrie, le bâtiment, l'agriculture et la mobilité. Il y a également un volet diplomatique qui fait partie de cet ensemble, avec l'idée que l'Union européenne reste un leader mondial sur ces sujets, avec une réflexion sur un mécanisme d'ajustement aux frontières également, hein, qui est également un point intéressant. Et puis, il y a un volet de financement, avec notamment la question de la transition juste ou transition équitable, qui était, vous le savez, un sujet qui a été beaucoup abordé, notamment lors de la COP25, sur la question de se dire, effectivement, il ne faut pas qu'on laisse de côté les perdants dans la transition énergétique et climatique. Et cette notion de transition juste se traduit par un instrument de financement, qui est un fonds justement pour la Just Transition, qui a été annoncé à une hauteur de 100 milliards. Alors justement, on peut avancer sur la slide suivante pour en parler. Alors, oui, alors Jean-Gabriel, pardon, je pensais mentionner la slide sur les instruments de financement, qui n'est peut-être plus à cet endroit-là, mais c'est peut-être pas… Voilà, merci. Voilà, donc, sur cette question, effectivement, des instruments de financement, le principe, effectivement, est que autour de ce Green Deal européen, on puisse mobiliser des financements très ambitieux. Et donc, on parle d'un ordre de grandeur de 1 000 milliards d'euros sur 10 ans. Alors, ça s'articule autour de différents instruments, certains qui sont préexistants et d'autres plus récents. Alors, il y a notamment cette question du mécanisme de transition juste, transition équitable dont j'ai parlé, donc qui représenterait environ 100 milliards sur la période de financement de budget de l'Union européenne, hein, qui sont des périodes de 7 ans, donc le Multi-Year Financing Framework. Et donc, effectivement, ce mécanisme de transition juste représente 100 milliards cette période, et si on l'extrapole à 10 ans, ça représenterait 143 milliards. Ça comprend des fonds qui vont reprendre un certain nombre de fonds type FEDER, etc., mais également de l'argent frais, si je puis dire, qui est injecté. La Commission a annoncé notamment 7,5 milliards d'argent frais qui est injecté dans ce mécanisme, dont, par exemple, 2 milliards iraient à la Pologne, parce que vous le comprenez, c'est un mécanisme qui cible notamment les régions, on va cibler les régions via ce mécanisme, qui vont avoir plus de difficultés sociales à effectuer cette transition énergétique et climatique. La Pologne en fait partie, mais au même titre que d'autres régions. Alors, au-delà de ce fonds de transition juste, il y a énormément de financements qui vont venir de différentes sources, le budget de l'Union européenne lui-même, l'instrument InvestEU, donc qui était préexistant à l'annonce du Green Deal, puisque finalement, ce InvestEU, c'est le prolongement de l'ancien plan Juncker, en quelque sorte, et InvestEU a été mis en place dans le MFF, dans le cadre du MFF 2021-2027 de la Commission européenne, donc le cadre pluriannuel de financement qui est prévu. Et dans cet instrument, on va retrouver des outils qui vont être gérés par la Banque européenne d'investissement. La Banque européenne d'investissement a annoncé l'idée, par exemple, de son côté, que 50% de ces financements aillent à des sujets liés à la transition énergétique et climatique. On va retrouver le mécanisme de garantie, des sujets de garantie, et tous ces instruments vont permettre d'avoir un effet de levier sur d'autres sources de financement. C'est pour ça que la Commission européenne parle, par ces différents canaux, d'arriver à mobiliser à nouveau 1 000 milliards sur 10 ans, ce qui est extrêmement considérable, évidemment, sur ces différentes thématiques. Il y a une contribution également des revenus du marché de l'EU ETS, donc du marché de quotas de carbone, mais vous voyez que c'est un instrument parmi d'autres qui est mobilisé. Donc, Jean-Gabriel, pardon, on peut revenir sur les slides d'avant que j'ai passé un peu vite. Je pensais qu'elle viendrait après, pour être tout à fait honnête. Alors, pour faire un focus sur certaines politiques ou stratégies sectorielles qui sont en discussion,
À nouveau, on ne reprend pas ici toutes les thématiques, mais pour faire un coup de projecteur sur certaines, et on peut mettre en avant le fait qu'il y a évidemment une dimension énergie propre, donc propre mais également abordable et sûre, avec un certain nombre d'éléments qui sont indiqués à date, donc c'est encore des éléments évolutifs, à la fois en termes d'objectifs, mais également en termes de stratégie et de plans d'action qui sont envisagés. Donc, dans les éléments qu'on peut retenir, l'idée d'un objectif pour soutenir de manière renforcée le développement des gaz décarbonés, donc soit biogaz ou autres, des stratégies et des plans à venir sur l'éolien en mer. J'ai mentionné que la présidence allemande voulait en faire une de ses priorités, mais également le sujet de l'efficacité énergétique, de l'intégration qui est dit intelligente des énergies renouvelables, notamment dans les réseaux, et puis également tout ce qui va concerner les directives RED, donc notamment sur les biocarburants, l'efficacité énergétique et le schéma de trading du carbone. Également des éléments sur l'industrie et l'économie au sens large. Parmi les objectifs emblématiques, celui d'avoir un procédé décarboné pour la production d'acier d'ici 2030, mais également des initiatives qui ont porté sur la dimension industrielle de la transition verte, ce qui est un sujet qu'on évoque depuis longtemps, mais qui revient à la charge, le sujet de l'hydrogène, des piles à combustible, également le stockage de CCUS. On peut avancer, Jean-Gabriel. Sur d'autres sujets qu'on voulait mentionner, également le sujet du bâtiment et de la rénovation thermique des bâtiments, le sujet de la mobilité, avec en particulier le fait d'avoir un objectif de 1 million de points de charge publics pour les véhicules électriques d'ici 2025. Aujourd'hui, au niveau européen, on est plutôt à un peu moins de 200 000 points de charge et pas forcément publics. Donc, ça vous donne un peu une mesure de l'ambition qui est évoquée. Et d'autres sujets, évidemment, sont mis en avant sur la mobilité. Je vais passer du coup un peu rapidement sur ces questions. On n'a pas trop le temps de rentrer plus en détail, mais on pourra y revenir dans les questions. Alors effectivement, sur la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est de se dire est-ce que le Covid-19 vient percuter ces ambitions, les remettre à plus tard, les annuler peut-être pour certaines. On peut se poser la question de manière légitime, d'une part parce qu'on a des prix du pétrole extrêmement bas, alors qui vont sans doute un peu remonter avec les accords récents. En principe, lorsqu'on a des évolutions sur le prix du pétrole, on a quelques mois après des répercussions sur le prix du gaz qu'on peut imaginer. On a des prix de l'électricité extrêmement faibles également pour des raisons de faible demande, notamment dans le secteur industriel. Et donc, tous ces éléments posent question et peuvent menacer des business plans qui sont fondés sur des prix du pétrole ou d'électricité très, très différents. Ça pose évidemment des questions très, très claires de trésorerie et d'équilibre économique pour un certain nombre d'entreprises. Ça pose des questions également de difficultés à accéder à des financements, notamment difficulté de faire des levées de fonds, à l'heure actuelle. Vous savez que le marché des fusions-acquisitions est complètement au point mort à l'heure actuelle et que d'une manière générale, un certain nombre d'investissements publics ou privés se dédient en priorité sur les conséquences directes de la lutte contre le Covid-19, que ce soit en termes de priorité d'investissement ou de couverture des besoins à très court terme de trésorerie. Donc effectivement, une situation qui peut poser des questions. Et puis également, sur le plan des décideurs, un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de députés, de chefs de gouvernement également, qui commencent à poser des questions sur la nécessité de poursuivre avec le même niveau d'ambition en termes de transition énergétique et climatique. Donc, ça a été le cas d'un certain nombre de députés européens qui ont posé
la question de reporter certaines initiatives réglementaires ou législatives dans le cadre du Green Deal. Les gouvernements polonais ou tchèques posent aussi ces questions de manière assez claire en demandant des assouplissements sur le marché de quotas européen ou sur les objectifs qui étaient donnés en matière de transition énergétique et climatique. Vous avez également le patronat européen qui demande plus d'assouplissement dans l'application de ces règles. Le MEDEF français également demande de reporter un certain nombre d'éléments qui étaient liés à la PPE. Et puis, bon, la COP26 qui est reportée un peu plus tard, donc en 2021, je dirais concourt au sentiment qu'effectivement un certain nombre de décisions importantes, ou en tout cas où l'application de certaines décisions vont être reportées à plus tard. Donc, c'est une question effectivement qui se pose et dont on pourra débattre un peu plus tard. Alors, pour aller à la slide suivante, Jean-Gabriel. Voilà, pour ajouter ici que pour autant, on a aussi d'autres voix en contrepoint et heureusement qui rappellent qu'effectivement, il est important de garder en tête le fait que la possible crise climatique que l'on sait arriver à moyen ou long terme si on ne bouge pas nécessite également une attention forte et que par ailleurs, les plans de relance post-Covid-19 peuvent être aussi l'occasion de faire évoluer notre modèle de consommation et de production et qu'il est absolument nécessaire de pouvoir conjuguer l'idée d'un plan de relance économique, industrielle et sociale avec l'idée effectivement avec une composante verte et bas carbone très, très importante. Vous avez entendu que dans l'allocution du président de la République lundi soir, il a mentionné la question de la sobriété carbone dans les principes sur lesquels nous devrions rebâtir une stratégie de développement. Un certain nombre d'initiatives portées par Pascal Canfin, notamment, etc., sont aussi positionnées pour mettre en avant l'idée qu'effectivement, des plans de relance, puisque ce sera des plans de relance nationaux, mais aussi au niveau européen, doivent avoir absolument une composante verte et doivent s'aligner vers finalement des objectifs de transition énergétique et climatique, en quelque sorte faire de cette crise une opportunité pour faire évoluer nos modèles. Alors d'autres acteurs font aussi des propositions en ce moment, c'est le cas de la Convention citoyenne qui comprend un certain nombre de participants de la société civile. C'est également le cas de l'initiative Recovery qui regroupe un certain nombre d'investisseurs et d'autres acteurs. C'est également le cas du WWF qui effectivement propose là aussi d'orienter les plans de relance vers des activités qui vont être particulièrement vertes. Certains acteurs parlent aussi par exemple de conditionner le fait d'accéder à des dispositifs de soutien public par les entreprises, de les conditionner à finalement un rehaussement des objectifs environnementaux, énergétiques de ces entreprises. Donc voilà, beaucoup d'idées qui sont à l'heure actuelle débattues, mais comme vous le constatez, il y a un certain nombre de vents contraires également. Et donc, je pense qu'effectivement, tout l'enjeu des prochaines semaines, au niveau national comme au niveau européen, ça sera justement de voir où est-ce qu'on va mettre le curseur finalement en termes de verdissement entre guillemets de ces plans de relance post-Covid. On a vu que les plans de relance qui ont été mis en place suite à la crise Lehman Brothers n'étaient pas si verts que ça, notamment aux États-Unis, il y a eu un plan d'aide massif, mais finalement qui a assez peu bénéficié aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. La grande question aujourd'hui, c'est effectivement comment est-ce que ça va se traduire maintenant en Europe et notamment en France. Je vais du coup m'arrêter là et puis passer la parole à Aurélie Picard, je crois, qui va pouvoir effectivement peut-être donner le point de vue sur la manière dont, côté CSF Industrie, pour la partie nouveau système énergétique, comment est-ce qu'effectivement je dirais, cette discussion est envisagée. Voilà, merci et puis je suis à votre disposition, bien sûr. Bonjour à tous, merci. Je vais commencer par vous dire quelques mots peut-être sur le comité stratégique de filière pour
mettre mon propos dans son contexte. Les comités de filière ont été créés il y a 10 ans au moment de la crise de 2008. Où on s'est dit que c'était intéressant de questionner les industriels et d'avoir un circuit de discussion court pour pouvoir répondre à la crise. Et on le constate aujourd'hui, on est également très sollicité, les comités stratégiques de filière, dans les échanges pour pouvoir, avec l'État, pour pouvoir suivre l'activité, les difficultés et les mesures à mettre en place pour la relance. Depuis ces 10 ans, ça a pris différentes formes. On a parlé parfois de Nouvelle France industrielle, des plans Montebourg, mais pendant 10 ans, depuis 10 ans, cette organisation par filière perdure et aujourd'hui, Thierry Breton au niveau européen a souhaité justement dans sa stratégie industrielle organiser le travail de la Commission autour de grandes filières comme on le fait donc en France depuis 10 ans. Ces comités, progressivement, hein, au cours du temps, avec l'expérience, on a vu qu'il y avait 2 points importants dans le succès. C'était une implication forte des entreprises directement. Et donc, c'est des comités qui sont montés par les entreprises elles-mêmes. Donc, vous avez les fondateurs de cette association qui s'appuient très fortement également sur l'ensemble des entreprises PME, ETI et start-up, avec une implication plus particulièrement forte des ETI dans la filière autour des grands groupes, mais qui cherchent à réunir l'ensemble des acteurs, notamment via les pôles de compétitivité qui sont très présents et qui portent la parole de tous et les préoccupations de tous. On est un secteur un peu particulier, tous ces comités, donc il y a 18 comités de filière, c'est les 18 filières jugées stratégiques, et ces comités de filière ont comme objectif à chaque fois de développer l'industrie en France. Et nous, notre particularité, c'est de développer l'industrie de la transition énergétique. On a un secteur dans lequel on dépense énormément d'argent. Si on peut donner quelques chiffres, il y a 50 milliards d'euros prévus à la PPE en 10 ans. Les contrats de performance, les certificats d'économie d'énergie représentent à peu près 3 milliards par an. Et à côté de ça, il y a des fonds importants qui sont prévus d'être dédiés et qui sont dédiés au niveau européen et qu'on prévoit à travers le Green Deal de renforcer. Le constat est toutefois que d'un point de vue industriel, l'Europe, au regard de ces investissements massifs, c'est peu industrialisé sur ces questions. Le PV est essentiellement industrialisé en Asie, la batterie de même, et il y a un souhait fort au niveau français et au niveau européen, et c'est une problématique au cœur du Green Deal, de bien mettre cette question industrielle au cœur de la problématique. Donc notre objectif à nous, c'est de faire cette transition énergétique en ayant la préoccupation que le pouvoir d'achat soit maintenu. On pense que c'est un prérequis, c'est une nécessité, soit par un gain massif de compétitivité sur les solutions, comme on a su le faire sur la batterie LPV en divisant par 10 le prix en 10 ans, ou également, et de manière parallèle, avec une baisse de la facture à travers les gains grâce à l'efficacité énergétique. Et le deuxième grand sujet sur lequel on travaille, c'est donc cette question qui est en lien, les deux sont étroitement liés, hein, de développer l'industrie en Europe et plus particulièrement en France. Et donc, on est dans une démarche participative et il y a plus de 300 participants qui ont aidé à mettre en place tout ce programme stratégique qu'on a signé entre l'État et les industriels de la filière, sachant que les comités stratégiques de filière sont sous la présidence du Premier ministre. Et donc, on travaille avec l'ensemble des services de l'État pour définir cette stratégie. Donc, vous voyez sur la partie droite de la slide les différentes thématiques qui sont abordées. Et puis, je reviendrai plus précisément pour parler tout à l'heure du Green Deal, des projets qu'on a montés. Donc, par rapport à ça, quand on a vu le Green Deal se mettre en place et de manière plus globale, en montant notre stratégie nationale, on est tout de suite dans un contexte européen. Et comme on a au centre de notre problématique cette volonté de développer l'industrie en Europe et en France, les questions tout de suite de commerce international, de préférence européenne se sont posées. Les questions du cadre européen sous-tendent tous nos projets. Donc, nous baignons dans un contexte européen qu'on prend en compte et on a souhaité très rapidement élargir dernièrement, et on va le valider ce soir avec la gouvernance, l'européanisation de nos projets, les remettre dans un contexte européen et participer activement à l'élaboration du Green Deal au niveau français, porter une voix française construite entre les industriels et l'État sur la dimension économique à donner à cette transition, faire à la fois du développement économique et de la transition énergétique. Alors le Green Deal tel qu'il a été présenté, hein, c'est cet ensemble de travaux qui s'étalent de début 2020 à fin 2021
Et on vous a identifié plus particulièrement les sujets qui nous concernent par rapport à notre filière et les travaux que cela va impliquer. Donc, c'est de nombreux travaux sur lesquels, au sein du comité de filière, entre industriels, organisations syndicales et État, on essaye de construire une vision commune. Et on a une base déjà très forte, étant donné qu'on a signé en mai 2019 les positions communes sur les politiques industrielles et énergétiques françaises. Il nous suffit, oui, de bien repréciser autour de ces projets quelles sont les grandes attentes par rapport à l'Europe. Donc, si on reprend une synthèse sur la slide suivante, je ne vais pas passer là tous les détails, vous aurez la présentation, je vous laisserai regarder plus particulièrement avec les petits pictogrammes ce qui vous concerne, mais si j'en sors les sujets essentiels. Les sujets essentiels qui ont été présentés un peu différemment précédemment, donc je vais revenir rapidement dessus et préciser ce sur quoi on travaille. Il y a d'abord la stratégie d'intégration sectorielle intelligente de l'énergie, portée par la DG Énergie, qui arrive très vite. Et ce qu'on constate, on a parlé des incertitudes aujourd'hui, de le Green Deal va-t-il subir ou profiter de la crise. Ce qu'on a constaté, en tout cas, c'est une accélération des travaux de la part de la Commission. Bruxelles a accéléré ces travaux. Ensuite, les décisions politiques reviennent aux politiques, mais en tout cas, pour ce qui est de l'administration, il y a une vraie accélération et nous, on a tenu à suivre le rythme et à apporter des contributions sur le sujet. Donc, par rapport à cette partie énergie, c'est vraiment une politique plutôt énergétique, mais dans laquelle, justement, on tient au niveau français à apporter toute la dimension industrielle, se met en place à très court terme en juin. Et l'idée est surtout d'essayer d'identifier les synergies entre les différents planifications sectorielles, excusez-moi, et de les partager entre États. Donc nous, à ce niveau-là, on porte les travaux qu'on a faits et sur lesquels je vais revenir, ne vous inquiétez pas, pour bien aider les différents secteurs à pouvoir développer leur activité. Ensuite, il y a une partie plus spécifique sur le sujet de la construction, sur lesquels la France est très active et porte aussi bien entre les acteurs industriels et institutionnels. Et sur cette partie-là de la construction, on porte une voie qui est bien construite et qui est forte pour l'accélération de cette construction, qui est une problématique commune à tous et qui, a priori, est un point également de discussion importante au niveau national sur le plan de relance. Il y a également un volet spécifique qui est dédié à l'éolien en mer, qui est surtout porté par les États du Nord et qui cherche à parler des questions d'interconnexion et de gestion de l'espace maritime. Et on essaye de se saisir de ce volet-là pour porter une problématique qui est plus particulièrement française sur l'industrie de l'éolien flottant et donc de profiter de ces focus spécifiques sur l'éolien pour en faire bénéficier l'ensemble de la filière éolien marin. Ensuite, il y a 3 sujets transverses qui sont extrêmement importants. On l'a évoqué, la stratégie industrielle qui a déjà été évoquée par Thierry Breton, qui inclut la dimension verte et qui met en place des écosystèmes, donc cette logique de filière qu'on a déjà en France et qui souhaite l'élargir. Et on peut se réjouir, il y a une volonté d'augmenter les IPCEI. Qu'est-ce que les IPCEI? C'est une dérogation en fait aux aides d'État telles qu'on les connaît. C'est la reconnaissance du fait qu'il existe du dumping et c'est le fait qu'on dote les États membres de la capacité d'aider au-delà de la simple R&D. On peut aller plus loin dans les aides et on ne considère pas que c'est des aides d'État et on peut aller dans le tout début de l'industrialisation. Et c'est quelque chose qu'on porte énormément au sein du comité de filière, de dire on a beaucoup de démonstrateurs, mais à un moment, il faut qu'on arrive à passer au changement d'échelle. Et on se bat énormément pour avoir des outils sur le changement d'échelle. Et aujourd'hui, la Commission européenne en a mis 2 en place, les IPCEI et les ETS Innovation Fund. Ils sont également des outils qui permettent d'aller chercher le début du financement de l'industrialisation. Et puis, l'ensemble des réglementations vont être également reprises pour s'assurer que l'Europe ne contraint pas la compétitivité. Donc ça, c'est quelque chose qui est annoncé, qui se met en place et qui est important. Il y a 2 autres travaux transverses qui sont extrêmement importants, c'est la révision des aides d'État. Et là-dessus, je pense que c'est vraiment important, ça va être très, très, très structurant. Donc, j'ai évoqué très rapidement la question de l'IPCEI, mais c'est des travaux vastes. On a notamment un des courants au niveau européen qui prône la neutralité technologique dans les appels d'offres de la CRE. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus des appels d'offres PV et des appels d'offres éoliens, mais il y aura des appels d'offres sur l'installation de puissance électrique, ce qui changerait tout à fait la perspective par rapport à une planification
PPE. Et donc, là-dedans, on a aussi les questions de périmètre des aides offertes, la capacité à aller plus sur l'industrialisation. Donc, c'est un travail qui sera un peu plus tard, qui est plutôt septembre-octobre, mais qui est extrêmement structurant, comme l'est la stratégie industrielle. Et après, il y a un troisième point transverse qui nous paraît essentiel et qu'on a mis au cœur de notre contrat de filière. Quand je vous disais, on a commencé par ça, c'est la question de l'accompagnement de la transition et de sa justice, en tout cas de son aspect, de son aspect social. Et il y a 7 milliards qui sont disponibles et c'est pour nous l'opportunité de travailler à la fois sur des projets d'installation d'énergie, et je dirais ça c'est un coût, on a l'installation, mais également toute la partie production des équipements qui permet de faire ces installations énergétiques. Et donc aujourd'hui, la balle est dans notre camp côté français, de proposer un mécanisme pour utiliser cet argent qui va plutôt être en centaines de millions d'euros côté français, pour qu'elle soit intelligemment utilisée pour bien orienter vers nos métiers en tension, vers une gestion des compétences, vers des projets, également sur l'implantation de vos projets dans les zones en transition, les zones carbonées en mutation. Alors aujourd'hui, la mutation sera peut-être un peu plus large, voilà, mais justement, c'est l'accompagnement de cette mutation. Donc, par rapport à ça, voilà les grands sujets qui se travaillent au niveau européen. Et pour remettre un peu en perspective, je vais passer très, très vite sur ces slides. Et voilà, c'est pour vous redonner, nous, ce qu'on a travaillé au niveau français. On a travaillé sur l'éolien et on a travaillé particulièrement sur l'éolien marin pour développer tout le potentiel et on va le porter au niveau sur l'éolien flottant sur la partie européenne. Sur le biométhane, on travaille très activement à diminuer le coût du biométhane à travers aussi bien la prise en compte des externalités positives, des appels à projets sur l'innovation, et merci aux pôles de compétitivité qui nous ont vraiment aidés et à tous ceux qui ont répondu. On a de belles perspectives devant nous, vous l'avez montré, pour baisser le coût du biométhane. Et donc, on a un vrai travail en filière pour chercher collectivement des baisses de coûts. Sur le PV, on s'inspire de ce qu'on a pu faire sur la batterie et on cherche vraiment au niveau européen. On pense que c'est comme la batterie, on peut relever le challenge si au niveau européen, on a un cadre propice. Et sur la batterie, vous savez que justement, il y a eu un IPCEI, on a appelé ça un Airbus de la batterie, une capacité à aider les États au-delà de la simple R&D. Et au sein du comité, on a travaillé plus largement à entraîner l'ensemble des acteurs qui pouvaient être intéressés par ce sujet. Plus largement que les quelques acteurs Happy Few grands qui font partie de ce gros projet. L'hydrogène est au cœur de nos problématiques et est au cœur des problématiques de l'Europe. Et donc, on a là un lien étroit et des associations qui sont partie prenante du comité stratégique de filière, la FIPAC, qui sont particulièrement liées à Bruxelles et une grande fluidité sur ce sujet. Et je dirais que là, on voit qu'on est plutôt sur l'Europe qui tire et la France qui suit. Alors que sur les autres sujets, on a cet aller-retour permanent de la dynamique européenne et de la dynamique française. On a également tout plein de travaux sur l'efficacité énergétique. Comme je vous disais, ça s'est très bien articulé avec Bruxelles, et des travaux sur les solutions sur les réseaux également, sur tout ce qui est interopérabilité des systèmes, normes. Et donc là également, la dimension européenne prend tout son sens. Et puis pour finir, on va passer très rapidement, mais je vais insister sur un point, sur la dernière partie, sur la slide suivante. De manière transverse, on regarde naturellement tout ce qui est technologie, en insistant beaucoup sur la nécessité de regarder le déploiement et de ne pas s'arrêter au démonstrateur. On a un travail important sur les compétences, sur les ETI naturellement et les PME, sur les compétences, et puis plus largement tout un travail sur les relations de commerce international. Et vous l'avez peut-être noté, on a fait changer le cahier des charges des appels d'offres de la CRE. Donc le comité de filière a travaillé en lien avec les industriels pour faire changer ce cahier des charges pour qu'il contienne un contenu européen. Et donc, si vous êtes amené à répondre à des appels d'offres de la CRE, en rang 2, 3, 1, vous pouvez valoriser votre contenu local. Et c'est un sujet qui est amené à se renforcer, et notamment au niveau européen. Cet équilibre des relations commerciales est un sujet qui n'est plus tabou et qui est aujourd'hui évoqué, notamment dans le cadre du Green Deal, avec des investissements massifs sur lesquels il y a une volonté claire d'avoir des retours économiques. Donc, en synthèse très rapide, pour donner quelques exemples des messages, mais ce n'est pas exhaustif, qu'on peut porter. On travaille pour que l'hydrogène soit un axe fort du Green Deal, et en tout cas, il y a une vraie volonté au niveau européen.
Mais ce qu'on porte également, c'est qu'on veut qu'il y ait un IPCEI, notamment français, avec la partie infrastructure, et qu'on puisse adapter le cadre fiscal. On travaille sur le fait que le biométhane soit bien pris en compte au niveau européen, ce qui n'est pas une évidence. Les biogaz ne sont pas forcément très bien identifiés au niveau européen. Et donc, c'est un point sur lequel on essaye de faire intervenir la France plus activement. L'éolien marin est assez bien pris en compte. Je vous dis, il y a une stratégie spécifique. Et on pose des questions des espaces portuaires et de l'éolien flottant, qui sont plus particulièrement français. Et puis, globalement, comme je vous disais, je pense qu'il y a vraiment un point fort sur les aides. Donc, on n'est pas là sur des projets innovants, mais on est sur le cadre qui va derrière permettre de déclencher les appels innovants dont on va parler dans la suite de ce webinaire. Il y a des consultations qui sont toujours en cours sur les différentes politiques de la Commission européenne. Typiquement, il y en a une en ce moment sur l'impact de l'évolution de la stratégie de baisse des émissions. Je pense que s'il y a une consultation sur laquelle il est particulièrement important de répondre, elle n'est pas encore ouverte, mais ce sera celle sur les aides. Et celle, bien sûr, qui pourrait vous concerner sur vos différents marchés. Mais je pense que celle sur les aides d'État sera une consultation qui sera particulièrement importante. Et pour tout ce qui est des réflexions, en tout cas, vous pouvez soit nous contacter au niveau du CSF pour porter le message, ou en lien avec vos pôles de compétitivité qui sont très présents et très actifs dans le comité de filière. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Nous vous proposons de passer à une session rapide de questions-réponses avec Alexis Gazo et Aurélie Picard suite à leurs interventions. Merci à l'ensemble des participants qui ont posé des questions donc, dans l'outil de questions-réponses de la plateforme. Il y a également beaucoup de commentaires en plus des questions au sens strict. Alors, on n'a pas le temps de poser bien sûr l'ensemble des questions. Par contre, on pourra vous faire un retour à la suite du webinaire sur l'ensemble des points de questionnement. Peut-être la question qui a reçu le plus de soutien que je reprends, qui est peut-être une question qui fait suite à la présentation d'Alexis. Donc, question d'Alice Maurer. Quelles sont les répercussions attendues de la crise sanitaire et économique sur les ambitions des États européens en matière de transition énergétique? Oui, alors effectivement, c'est la. Vous m'entendez correctement, Jean-Gabriel? Oui. Oui, okay. Oui, c'est effectivement la question qui se pose. J'ai un petit peu mentionné ça rapidement tout à l'heure, mais ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, certains, si vous voulez, sur le plan économique, il y a effectivement des incertitudes assez fortes sur, d'un certain côté, les répercussions du prix des différentes énergies finalement sur un certain nombre de projets. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont sans doute remis en cause, remis à plus tard, compte tenu des incertitudes sur l'évolution des prix du pétrole, sur les prix de l'électricité. Donc effectivement pour accéder au financement, un certain nombre de ces projets vont peut-être pouvoir bénéficier de mécanismes de soutien qui sont mis en place, mais en tout cas sont challengés. Il y a des incertitudes qui sont liées à l'équilibre économique d'entreprises qui sont actives dans ces secteurs. J'ai parlé de sociétés notamment qui cherchaient à lever des fonds pour assurer leur développement. C'est aujourd'hui un sujet qui est évidemment très, très compliqué et sur lequel effectivement il faudra sans doute soit attendre, soit bénéficier d'autres mécanismes qui sont mis en place. Il y a les prêts garantis par l'État, par exemple, qui ont été déployés. Et c'est vrai que pour des sociétés qui, par exemple, avaient devant elles 1 an et demi de trésorerie et donc qui envisageaient de lever des fonds dès la fin 2020, la situation est compliquée. Et puis, il y a des sujets qui sont plus politiques, effectivement, politiques et de jeu d'acteurs, avec à nouveau des gouvernements. J'ai parlé de la Pologne, mais si vous voulez, mi-mars, vous avez M. Kowalski, qui est secrétaire d'État polonais, qui a demandé la suppression de l'EU ETS, en tout cas pour la Pologne, ce qui est quand même un peu marquant. Le Premier ministre tchèque, M. Babis, qui, pareil, mi-mars, a demandé à l'Union européenne qu'il fallait se concentrer
du MEDEF européen et également du MEDEF français qui là aussi demande un moratoire sur l'application de décisions qui étaient liées à la PPE en France ou au Green Deal au niveau européen. Donc, je n'ai pas de réponse malheureusement très claire à vous faire parce que je me pose moi-même ces questions, mais on voit qu'il y a un certain nombre de risques effectivement de report ou d'annulation de certaines initiatives du Green Deal en raison du Covid-19. Ce n'est pas mon souhait, évidemment. Voilà. Je ne sais pas si Aurélie a peut-être... Merci Alexis pour ces précisions et effectivement ces informations sur les positions de différents gouvernements européens. Peut-être également une deuxième question pour, alors qui a priori peut-être plus orientée pour Aurélie. Donc, une question de Guillaume sur la plateforme que je vous lis. Éolien, PV, batterie, hydrogène sont liés au vecteur électrique qui représente environ 25-30% de la production d'énergie finale. Quid de la mobilité et chaleur et froid non vecteur électrique qui représentent 75% de la consommation d'énergie. Donc, vous l'avez évoqué, hein, notamment via l'importance du gaz renouvelable, mais est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur l'importance de la chaleur, du chaud et du froid, Aurélie? Oui, alors c'est un sujet en effet important sur lequel on travaille également. Les acteurs de la chaleur sont très présents et pour ne rien vous cacher, on voit demain Madame Pannier-Runacher et Madame Borne sur le plan de relance et la reprise des activités en France en lien avec la transition énergétique, et la chaleur sera au cœur du sujet. Donc non, c'est bien un sujet qui est traité. Le froid l'est par moment, mais en effet moins. Et c'est comme j'ai vu des questions sur le PV thermique ou oui, on regarde également. Peut-être il y a moins d'acteurs qui en parlent et donc je vous encourage à venir pour ceux qui souhaitent porter ces sujets-là. Mais la chaleur est une vraie préoccupation. On le travaille en lien fort avec l'ADEME. Et pour ce qui est des questions de la mobilité, elles sont des usages, hein, plus globalement, elles sont vraiment fortes et c'est au cœur de notre démarche. Si on prend les projets sur l'hydrogène, les travaux qu'on mène depuis 18 mois, c'est de travailler en lien très étroit avec l'ensemble des utilisateurs, que ce soit de l'industrie ou que ce soit de la mobilité. Et on a Isabelle Cocher, qui est la présidente du comité de filière, a remis en début d'année à Monsieur le maire et Madame Borne un rapport du comité stratégique de filière sur justement, écrit en lien avec nos utilisateurs, sur la manière dont on voit ce déploiement de l'hydrogène. Et suite au quoi, on a eu un appel à manifestation d'intérêt qui est dans la continuité de la manière dont on conçoit les choses sur l'hydrogène. Donc, on a bien cette préoccupation de travailler avec les usages et on est convaincu, hein, comme notre point d'attention principal, c'est ne pas s'arrêter au démonstrateur. Notre question, c'est de faire des usines. Donc, c'est que vous ayez du déploiement. Ça se fait forcément en lien avec les clients. Donc, c'est un point important. Et je dirais, on a travaillé deux choses avec les acteurs. Une bonne connaissance du tissu de fournisseurs. Et typiquement, ça a été un point important sur les services énergétiques. On n'a pas lâché de bien connaître, approfondir notre connaissance des fournisseurs et travailler de manière fluide avec eux sur les sujets. Donc, si vous pensez qu'il y a à améliorer, vous vous manifestez et vous êtes vraiment les bienvenus dans les travaux. Et le lien fort avec les clients pour dépasser le démonstrateur et aller dans le déploiement. Et petit complément peut-être sur la question spécifique de la chaleur renouvelable. Je crois savoir que la DGEC travaille avec l'ADEME étudie en tout cas la possibilité de mettre en place un mécanisme d'aide au fonctionnement qui viendrait soutenir les installations de production de chaleur renouvelable. Donc, qui serait un dispositif qui viendrait compléter l'arsenal existant via le fonds chaleur, puisque les aides du fonds chaleur sont aujourd'hui focalisées sur l'aide à l'investissement, mais donc ne permettent pas forcément de combler totalement le déficit de compétitivité qui peut exister sur l'exploitation. Merci pour ces interventions. Par souci du temps qu'il nous reste, je propose d'en rester là avec cette première session de questions-réponses. À nouveau, il y aura une deuxième session de questions-réponses qui sera permise à la fin du webinaire.
Donc, je vous propose de poursuivre la présentation avec une deuxième partie qui est consacrée aux opportunités de financement pour les projets des entreprises adhérentes. Et donc, nous souhaitions, dans cette partie, vous proposer dans un premier temps un zoom, un focus sur un dispositif relativement nouveau dont certains d'entre vous ont pu peut-être entendre parler, qui est l'EIC Accelerator, donc un programme d'accélération mis en place par le Conseil européen de l'innovation, l'EIC, et donc qui a la particularité d'être réservé aux PME, qui travaillent sur des secteurs d'activité liés à la croissance verte. Donc, vous avez sur la droite de cette diapositive les 8 thématiques ou les 8 objectifs de l'EIC Accelerator, et vous voyez que les sujets qui sont couverts par ce dispositif sont pleinement en ligne avec les grands enjeux de transition énergétique, climatique, écologique et alimentaire dont on parle beaucoup ces derniers temps. Pour information, donc, cet accélérateur de l'EIC, c'est l'un des outils mis en place par l'EIC pour soutenir les entreprises européennes. Il y a d'autres outils qui ont été mis en place, et il a la particularité d'être celui qui dispose de la plus importante dotation. Donc, il y a un budget total de 1,3 milliard sur la période 2019-2020. Et cette enveloppe budgétaire est allouée par le biais de différents appels à projets. 2 premières tranches qui ont pu avoir lieu dans le cadre d'une phase pilote en octobre 2019 et janvier 2020. On verra en slide suivante le contenu de cette phase pilote. Et surtout, l'information qui est intéressante pour l'année 2020, c'est donc qu'il y a deux clôtures d'appel à projets qui sont programmées respectivement au 19 mai 2020 et au 7 octobre 2020, et pour lesquelles il y a un budget total qui est à peu près équitablement réparti entre ces 2 tranches, d'environ 650 millions d'euros. Donc des budgets qui sont, on va le voir, répartis entre des subventions et des financements en fonds propres, en equity. Pour revenir sur la finalité de ce dispositif, donc l'objectif est d'aider des entreprises donc, qui interviennent sur les marchés de la transition énergétique, écologique et alimentaire à développer et mettre sur le marché des innovations de rupture. Et donc, il y a une première phase du dispositif qui a été mise en œuvre essentiellement sur 2019 et puis également sur janvier 2020, qui était la phase 1, par laquelle des subventions de l'ordre de 50 000 € étaient allouées à des projets innovants portés par des PME européennes, principalement pour les accompagner dans la réalisation d'analyses de risque, d'analyses de marché, bref, pour les aider à constituer des business plans robustes et à réussir à se projeter par rapport à leurs innovations sur les marchés qu'elles ciblent. Tout cela désormais est derrière nous. Il y a déjà un certain nombre d'entreprises françaises qui ont bénéficié de ce dispositif. Par exemple, pour avoir regardé les résultats du dernier appel à projet de janvier, la France était le pays qui avait eu le plus de succès, puisque de mémoire, je crois que 7 entreprises avaient réussi à obtenir des subventions par ce truchement. Et donc, nous entrons en 2020 dans la phase 2 de ce dispositif. Phase 2 qui a pour objet, alors phase 2 qui n'est pas uniquement dédiée aux entreprises qui ont déjà bénéficié du dispositif dans le cadre de la phase 1, donc c'est important de le signaler, de le souligner. Le dispositif reste ouvert à l'ensemble des PME qui souhaitent candidater, et donc c'est véritablement sur cette phase 2 que l'essentiel des budgets de l'EIC sont en jeu, puisque entre 85 et 90% du budget total du dispositif seront octroyés dans le cadre de cette phase 2, et donc notamment un peu plus de 650 millions d'euros pour l'année 2020. Et donc l'objectif de cette phase 2, c'est d'aider les entreprises à développer davantage un concept pour vraiment construire des produits, des services, ainsi que des processus qui soient prêts à être commercialisés, donc vraiment aider à se rapprocher des marchés.
Et la forme que prend cette aide, c'est dans certains cas des subventions qui peuvent représenter jusqu'à 70% de l'investissement dans la limite de 2 millions d'euros par projet. Pour les projets qui ont des niveaux de maturité plus importants, le financement, enfin, sont des formes de financement mélangées qui sont privilégiées, c'est-à-dire ce qu'on appelle du blended finance, c'est des formes de financement qui mélangent de la subvention et de l'equity. À nouveau, le niveau des subventions est limité à 2,5 millions d'euros et l'apport d'equity peut lui aller jusqu'à 15 millions d'euros. Donc, c'est important aussi de garder à l'esprit que c'est un dispositif assez exigeant au niveau des candidatures. Notamment, il est attendu que les candidatures soient basées sur des plans d'affaires robustes et spécifiant les conditions de succès et les résultats attendus de l'utilisation de ces fonds, bien évidemment. Et de manière plus marginale, mais tout aussi intéressante, il y a également une phase 3 qui est prévue et qui, là, n'est pas une phase de financement à proprement parler, mais plus de services d'accélération, de la même façon que ce que peuvent proposer certains accélérateurs en France, phase par laquelle donc, seront proposés aux lauréats des services d'accompagnement spécifiques par les services compétents de la Commission européenne, donc notamment des prestations de coaching, de formation ou de networking, d'accès privilégié à certains investisseurs, partenaires ou clients potentiels. Voici pour l'EIC Accelerator. On souhaitait également évoquer rapidement deux autres programmes importants qui sont affectés par la mise en œuvre du Green Deal européen. Le programme LIFE, dans un premier temps. Donc le programme LIFE, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, est un instrument financier de la Commission européenne qui soutient des projets de manière générale dans les domaines de l'environnement et du climat. C'est un programme qui était déjà opérationnel sur la période 2014-2020, donc sous le précédent exécutif européen. Et donc, il est intéressant de signaler que ce programme a été pérennisé pour la prochaine période 2021-2027 avec une hausse assez substantielle des enveloppes budgétaires, donc qui va bien au-delà du simple effet de l'inflation, puisqu'on a une période pour la même durée, enfin un montant, une enveloppe globale pour la même durée qui connaît une hausse de 62%, donc qui passe à 5,5 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Autre programme incontournable pour le soutien à l'innovation sur les marchés de la transition énergétique et écologique, bien sûr le programme Horizon 2020, qui lui aussi est pérennisé dans la mesure où il sera suivi dès 2021 par le programme Horizon Europe, qui portera sur la période 2021-2027. Pour cette période, on constate également une hausse des budgets, des enveloppes budgétaires, qui passe à 94 milliards d'euros pour cette période, alors que l'enveloppe budgétaire était de 79 milliards d'euros pour 2014-2020, ce qui représente une hausse de 19%. Et donc, je vais céder la parole à Enrico Mazzon du PCN Énergie et membre du pôle de compétitivité Cap Énergie, qui va vous présenter des éléments plus détaillés sur justement le programme Horizon 2020 et son actualité. Enrico, je te cède la parole. Oui, merci beaucoup Jean-Gabriel de me donner la parole. Alors, le propos en effet de mon intervention, c'est de présenter quel est l'impact du Green Deal sur le programme de travail H2020 actuel, avec un focus spécifique sur les nouveaux sujets qui devraient être introduits par l'école Green Deal dans les appels à projets qui sont entre autres les derniers pour le programme H2020 qui ouvriront en septembre. J'ai utilisé les conditionnels, devraient être introduits. Pourquoi? Parce que ces sujets sont actuellement en négociation au niveau de la Commission européenne et des États membres. Et donc, ils sont des sujets qui devraient évoluer, qui pourraient évoluer dans les prochains mois. Alors, près d'1 milliard d'euros est la chiffre que la Commission européenne a l'intention de consacrer dès le deuxième semestre 2020 à un nouveau appel à projet Green Deal dans le cadre du programme H2020.
Alors que dans les prochains programmes cadres Horizon Europe 2021-2027, la Commission devrait consacrer pas moins de 35% de son budget à des activités liées au Green Deal. L'approche choisie pour façonner le call Green Deal par la Commission européenne est clairement axée sur l'impact, c'est-à-dire que les sujets ciblent prioritairement le développement et la démonstration des technologies innovantes dans le cadre des projets pilotes d'envergure capables d'apporter des résultats tangibles à court terme. Ensuite, le Call Green Deal prévoit également de soutenir l'expérimentation et l'innovation sociale pour élaborer des nouvelles façons d'impliquer les sociétés civiles et de permettre aux producteurs et aux consommateurs de faire des choix plus durables. Cela dit, ce Call Green Deal, il faut le regarder avec une attention particulière pour le fait que la formulation des sujets par le biais desquels le Call Green Deal sera décliné dans le Work Programme H2020 pourrait être révélatrice de comment la Commission européenne structurera les sujets dans le prochain Horizon Europe. En ce qui concerne la structure du Call Green Deal, comme vous pouvez voir dans la planche que vous avez ici, la partie principale de l'appel comprendrait 8 sections avec un de sujets thématiques chacune, qui reflètent directement les 8 axes de travail du Pacte vert européen. En plus de ces 8 domaines qui forment le centre de l'appel, ces derniers contiendraient également 2 sections de soutien avec des activités ciblées pour soutenir le Green Deal européen à travers une approche à plus long terme visant à améliorer nos connaissances en matière d'action climatique et de développement durable, ainsi qu'en matière de mobilisation et d'engagement sociétal, consommateur et individuel. Donc, avec l'étoile, j'ai marqué les domaines qui revêtent un intérêt prioritaire pour les énergéticiens. Et donc, dans les slides suivants, je vais les analyser avec plus de détails, dans les détails. Avant de passer à l'analyse de ces sujets, qui revêtent donc, comme je vous disais tout à l'heure, un intérêt particulier pour les énergéticiens, je tenais à mettre l'accent sur le fait qu'il s'agit de sujets en voie de définition. Et donc, les informations que je vais vous donner sont à prendre avec des pincettes, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont sujets à évolution. Voilà. Donc, l'objectif est donc de vous donner un aperçu, une idée des orientations de la Commission européenne en ce qui concerne ces nouveaux sujets introduits par le Call Green Deal. Donc, commençons avec les premiers domaines. Les domaines une énergie propre à un coût accessible et sûr. Donc, il y a 2 sujets qui pourraient intéresser les énergéticiens. Donc, le premier concerne la démonstration des technologies critiques innovantes permettant le déploiement à grande échelle d'énergie renouvelable offshore, donc éolien et marine, et leur intégration dans le système énergétique. Donc, plusieurs maillons de la chaîne sont concernés. Les systèmes intégrés pour la génération renouvelable offshore, le transport de cette énergie produite vers le onshore, son stockage et le Power to X, que ce soit pour donc, la production de chaleur, de gaz de synthèse, hydrogène ou méthane. Le deuxième sujet concerne le développement et la démonstration d'un système d'électrolyse de 100 MW capable de produire donc de l'hydrogène vert à utiliser
par la suite pour des applications industrielles ou pour fournir des services d'équilibrage au réseau électrique. Donc ici, la Commission souhaite relever une série de défis, notamment la réduction des capex liés au système d'électrolyse, l'augmentation de son efficacité et la fiabilité globale du système. Domaine 3, donc une industrie pour une économie propre et circulaire. Donc ici, c'est un domaine qui concerne les industries plus polluantes, donc l'industrie de la chimie, du ciment, de l'acier. L'objet est de stocker et convertir le CO2 en matière première pour la production de carburant liquide, éthanol, méthanol ou gazeux, comme le méthane, des polymères ou des produits chimiques via des activités de recherche et d'innovation sur les matériaux catalytiques et les technologies utilisant les énergies renouvelables pour faire la conversion du CO2. Ici, le défi principal est principalement lié à l'efficacité du processus, l'efficacité globale du processus, parce que actuellement, voilà, la clé pour débloquer la valorisation complète du CO2 est liée au fait que le processus est très intense du point de vue énergétique. Domaine 4, bâtiment économe en énergie et en ressources. Donc ici, la Commission veut aller au-delà du concept des quartiers à énergie positive, dont nous avons... Donc, c'est un sujet qu'on pourrait trouver dans plusieurs calls H2020 actuels, notamment la call sur les Smart Cities. La Commission va aller au-delà de ces quartiers pour adopter le concept de quartier à zéro émission, c'est-à-dire qu'en dressant un bilan global des émissions du quartier, on prendra en compte non seulement les émissions liées à la phase d'usage du bâtiment, donc consommation directe d'énergie et des fluides frigorigènes, mais aussi les gaz à effet de serre durant la phase des travaux, construction ou rénovation, y inclut le processus d'extraction et fabrication des matériaux. Donc, vous pouvez bien comprendre que cela implique une nouvelle façon de concevoir et construire ou renouveler les bâtiments, mais aussi leur aménagement et leur intégration avec le reste du tissu urbain. Naturellement aussi, les modes de transport et les modes d'accès à ces quartiers, il faudrait les repenser. Quant à la partie énergie, donc naturellement, il y aura la partie intégration de renouvelables, les systèmes de chauffage et de refroidissement à base de renouvelables, les solutions numériques pour la gestion de flux énergétiques au niveau du quartier et les systèmes de stockage devraient également être inclus et éventuellement en utilisant aussi les batteries de seconde main. Prochain sujet, donc domaine 5, mobilité durable et intelligente. Ici, les sujets clés sont les aéroports et les ports verts. Donc, la Commission souhaite financer des activités de démonstration à grande échelle d'aéroports et ports, que ce soit des ports maritimes ou fluviaux ou lacustres, à zéro émission. C'est-à-dire que dans les bilans des émissions, on va compter non seulement les émissions des bâtiments, mais aussi l'impact sur l'environnement de toute opération ayant lieu au sein de l'aéroport ou du port, et également la logistique et les flux de passagers en entrée-sortie de ces zones d'activité. En ce qui concerne l'énergie, donc le défi est de produire et fournir sur place des énergies à zéro émission, électricité,
carburants alternatifs et naturellement aussi l'hydrogène, leur stockage, leur distribution et naturellement développer toute l'infrastructure d'alimentation, recharge ou ravitaillement des carburants alternatifs pour les avions ou les navires, ainsi que pour les passagers. La consommation énergétique des bâtiments, des infrastructures et la valorisation de la chaleur fatale devraient être également inclus dans les périmètres d'action de ces sujets. Sujet suivant. Donc ici, on a plusieurs sujets. J'ai concentré les sujets un peu plus transversaux. Dans les domaines neufs, donc concernant les connaissances, à l'appui du Green Deal, la Commission souhaite se concentrer sur les infrastructures de recherche européennes, et notamment celles concernant le stockage de l'énergie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'assurer un accès transnational à ces infrastructures, renforcer la collaboration avec l'industrie et créer des synergies entre les infrastructures locales, européennes et des initiatives globales en différents domaines disciplinaires. Domaine 10, là, on a deux sujets qui pourraient intéresser les énergéticiens. Le premier sujet concerne l'engagement des masses via la mise en œuvre des processus de libération citoyenne, mais aussi la recherche sur les changements de comportement individuel et collectif. Le deuxième sujet concerne plutôt l'éducation des citoyens afin de leur permettre d'avoir conscience de leur impact sur le climat et l'environnement. Dernier domaine d'intérêt, le domaine qui concerne la coopération internationale. Il s'agit ce domaine concerne l'Afrique et la Méditerranée. C'est un domaine qui a en cours de définition. Donc, actuellement, nous ne savons pas si ce domaine sera inclus ou pas dans la Call Green Deal, dans la version finale du Call Green Deal. Voilà, pour l'instant, la Commission a proposé de se focaliser l'attention sur l'Afrique et la Méditerranée, mais on ne connaît pas encore le périmètre d'action de ces cours. Donc, probablement, il y aura peut-être une collaboration avec les pays d'Afrique et du bassin méditerranéen pour le transfert technologique, pour le renforcement des compétences et pour l'adaptation de technologies renouvelables au contexte africain ou méditerranéen. Dernière planche. La dernière planche, je voulais vous laisser avec des informations relatives aux prochaines étapes. Donc, en ce qui concerne le calendrier indicatif, comme on l'a déjà répété plusieurs fois, en juillet, la Commission compte publier la mise à jour de l'actuel programme de travail Horizon 2020 pour l'année 2020. En septembre, le call Green Deal va ouvrir et pour une clôture prévue en janvier 2021 pour laisser après le relais au nouveau programme cadre pour la recherche et l'innovation Horizon Europe. En attendant l'ouverture de l'appel, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout d'abord, vous pourriez prendre contact avec les pôles de compétitivité d'Herbier Cap Énergie pour connaître les modalités et les temps, les délais pour faire remonter vos desiderata concernant les sujets en voie de définition dans les cas du Green Deal. Pourquoi? Parce que les deux pôles de compétitivité sont mobilisés au sein de l'Alliance Smart Energy Alliance afin de faire remonter les desiderata de leur écosystème respectif afin d'influencer les processus de définition de ces topics. C'est vrai que désormais la fenêtre des tirs est assez exiguë, mais voilà, on ne sait jamais. Donc, si vous avez des sujets qui sont au cœur, voilà, pourquoi pas vous les communiquer. Nous essayons de les transmettre après aux représentants du comité des programmes H20 Énergie. Et donc, pour essayer d'influencer les processus de définition des
du texte du Code Green Deal. Vous pouvez activer les pôles de connectivité même pour ce qui concerne la définition des prochains calls d'Horizon Europe, parce que les deux pôles sont également impliqués dans ces processus-là au sein de l'Alliance Smart Energy. Et deuxième conseil, c'est de commencer à interroger vos partenaires, vos contacts, afin de gagner du temps et voilà, voir si eux aussi s'intéressent à ces topics. Donc, c'est vraiment l'objectif de ces slides, c'est vraiment de vous présenter quels sont les possibles topics et donc vous permettre de comprendre quels pourraient être les défis à relever et donc voilà, commencer déjà à travailler sur le montage du consortium. Et finalement, je vous donne aussi cette information le 22-24 septembre prochain à Bruxelles. Et la Commission organise des journées européennes de la recherche et l'innovation. Et dans ce cadre-là, une séance de networking est prévue pour faciliter la rencontre des porteurs de projets dans le cadre des appels 2020, y inclut l'appel Green Deal. Et voilà, celle-là était ma dernière slide. Donc, je laisse aux participants l'opportunité de poser des questions. Mais, merci Enrico pour cette intervention. Merci à l'ensemble des intervenants et des participants. Donc, effectivement, beaucoup de questions sur la plateforme. À nouveau, on est un petit peu dépassé par le temps, donc pas forcément la possibilité de poser ou répondre à l'ensemble de ces questions. On souhaitait vous faire réagir suite à ces présentations autour de 3 questions au travers d'un petit sondage que je viens de lancer, donc, auquel vous avez accès directement via la plateforme, donc sur l'onglet Polls qui est dans la barre des tâches. 3 questions que nous souhaitions vous poser donc à la suite de cette présentation. D'une part, avez-vous déjà bénéficié d'un programme européen ? Envisagez-vous de candidater au programme EIC Accelerator en 2020 ? Et d'autre part, envisagez-vous de candidater au programme H2020 ou au futur programme Horizon Europe ? Si vous le voulez bien, vous pouvez répondre à ces 3 questions donc, via l'outil de sondage. Je vois qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà en train de répondre. Ce sont des informations qui sont intéressantes pour les 2 pôles de compétitivité Derby et Cap Énergie. Ça permet de voir l'appétence que vous avez pour ces sujets et l'importance de vous accompagner autour de ces thématiques. Voilà, donc je laisse, vous avez encore quelques instants pour répondre à ces questions si vous le souhaitez. D'ores et déjà, 80 personnes ont répondu. Merci à vous. Et donc, je laisse cette possibilité encore ouverte. Et pendant ce temps, je cède la parole à Anne-Marie Pérez du pôle Cap Énergie pour un petit mot de conclusion. Bien, bah écoutez, tout d'abord, je voulais remercier nos intervenants, aussi bien d'EY qu'Aurélie Picard du CSF et puis Enrico Mazzone en tant que PCN Énergie, pour nous avoir donné ce panorama. Je voulais vous remercier aussi en tant que participant de votre présence et puis de votre participation. Les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre faute de temps aujourd'hui, ben, on reviendra vers vous individuellement, bien sûr. Et puis, compte tenu de l'ensemble de ces dispositifs européens dont on voit qu'ils vont prendre de plus en plus d'importance, y compris dans la politique d'industrialisation française, hein, c'est ce qu'a souligné Aurélie tout à l'heure, on voit qu'ils sont extrêmement denses, extrêmement détaillés, qu'ils répondent à des règles très précises les uns des autres. Donc, effectivement, n'hésitez pas à revenir vers les pôles de compétitivité
Nous, notre rôle, c'est de comprendre tous ces mécanismes, de pouvoir vous orienter, de pouvoir vous aider à monter les projets pour augmenter les chances de succès des entreprises françaises. Donc, je vous dis à bientôt et je remercie beaucoup Derby en particulier, puisque c'est la première fois que nous organisons comme ça un événement ensemble. Je pense que c'est un très beau symbole de la coopération qui sera un des leviers pour réussir ces plans de relance durables après les périodes de confinement. Et je pense qu'on pourra répéter l'opération, d'autant que à peu près toutes les régions de France ont été représentées cet après-midi dans l'auditoire, y compris des régions lointaines comme la Guadeloupe. Et donc, j'en profite pour saluer nos amis outre-marins et encore remercier tout le monde. Merci Anne-Marie. Donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Donc vous étiez entre 150 et 180 aujourd'hui selon les moments du webinaire. Et donc merci à nouveau de vous être connectés et donc bonne continuation à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.